Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pas de titre ce soir, mais une actualité particulièrement riche, notamment avec la présentation d'un vaccin expérimental anti-Ebola et le supplice des pèlerins chrétiens. Mais tout d'abord, le Conseil ordinaire des ministres à la session s'est tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État. Plusieurs questions étaient au menu de la rencontre, notamment la promotion de la commercialisation des fruits locaux. Le président Alpha Condé a également demandé de communiquer sur les droits des enfants. Mahmoud Bari. C'est sous la présidence du chef de l'État que le Conseil ordinaire des ministres a tenu sa session. 4 points étaient à l'ordre du jour. Au titre du premier point, le porte-parole du gouvernement a dit « Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à veiller au respect de la législation minière et des engagements des entreprises, notamment en matière de respect de contenu local. Le chef de l'État a informé le Conseil de l'arrivée de 3 importantes missions de travail en Guinée et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures utiles pour en tirer le meilleur bénéfice. Il s'agit d'une mission chinoise chargée de suivre les engagements pris lors du sommet sino-africain de Johannesburg, d'une mission de la Banque mondiale pour le secteur agricole et d'une mission de la Société financière internationale pour envisager les modalités de financement du secteur privé guinéen. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'appuyer et organiser la production et la commercialisation de nos fruits locaux, notamment les mangues, en vue d'accroître le volume des exportations de ce produit. Le président de la République a instruit le ministre en charge de la Justice d'accélérer la création du tribunal du commerce. Au titre des communications pour la session du 25 avril 2017, sur instruction du Premier ministre, le ministre des Mines et de la Géologie a présenté la communication de la ministre de l'Économie et des Finances relative à la lettre de politique sur les partenariats publics-privés. La ministre a indiqué que la priorité du gouvernement est de construire de nouvelles infrastructures, mais également de s'assurer que les ouvrages réalisés feront l'objet d'une maintenance qui permettra de fournir à la population un service de qualité sur le long terme, a dit le porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une communication relative au partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie. Le ministre a informé que dans le court terme, les départements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique envisagent des actions urgentes, à savoir un plaidoyer pour le paiement de cette contribution de la Guinée, l'élaboration d'une stratégie de développement des compétences sur le plan national, la désignation par le ministère de l'enseignement supérieur d'un point focal, la mise en place d'une cellule nationale AZET, la mobilisation en synergie avec le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, d'un partenariat national public-privé autour du développement du capital humain et enfin la construction avec des partenaires spécifiques, la Banque mondiale et le benchmarking, aux fins de développer le capital humain en Guinée. Pour la session du 2 mai 2017, au titre de l'examen du texte, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a soumis l'examen du projet de loi portant réglementation des institutions financières inclusives en Guinée. Il a annoncé la pertinence d'enclencher une refonte de la loi relative à l'activité et au contrôle des instituts de microfinance afin de moderniser la loi 020, de donner des fondements légaux aux établissements de monnaie électronique et d'intégrer les futurs services financiers postaux dans un cadre légal et réglementaire permettant à la Banque centrale d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées. Au titre de la communication, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à la célébration du mois de l'enfant guinéen. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle pour préparer les missions des différentes délégations de la Chine, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. 2. Le Conseil décide le renforcement du département en charge de l'enseignement supérieur dans sa participation au PASET dans une commission interministérielle. 3. Sous réserve de la prise en compte des différentes observations, le Conseil adopte le projet de loi relatif au partenariat public-privé. 4.
Sous réserve de la prise en compte de différentes observations également, le Conseil adopte le projet de loi portant réglementation des institutions financières inclusives en République de Guinée. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre de la fonction publique a informé le Conseil de la commémoration du 90e anniversaire de la création de la première école de Norasoba en marge de la fête de la Maha. La présentation d'un vaccin anti-Ebola, après des essais cliniques concluants, les chercheurs ont poursuivi les travaux pour en supprimer tous les effets indésirables. Une réunion internationale s'est ouverte à Conakry pour présenter le produit. La rencontre était présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le point avec Sanassi Keita. Chercheurs, scientifiques, bref, professionnels de la santé, partenaires techniques et financiers de la Guinée sont fortement mobilisés pour ces assises internationales de Conakry sur initiative du président de la République. Des assises axées sur les vaccins anti-Ebola pour la Guinée et le monde. L'objectif étant de trouver des voies et moyens devant permettre de rendre disponibles les vaccins contre les maladies à fièvre hémorragique comme Ebola. Une interrogation qui se pose aujourd'hui. Comment faire pour rendre disponibles les vaccins contre les maladies à fièvre hémorragique comme Ebola? Voilà l'objet de notre rencontre autour du thème « Vaccin anti-Ebola pour la Guinée et le monde ». Je suis persuadé que l'espoir peut être permis au soir de cette réunion, car les experts, scientifiques, chercheurs, bref, les sommités de haut niveau ici réunis auront passé en revue nos préoccupations de l'heure, notamment le plan pour la recherche et le développement des maladies infectieuses à potentiel épidémique, le rôle combien important de disposer d'un stock de vaccins pour les interventions d'urgence, les perspectives sur les lacunes de la recherche et les défis de coordination pour accroître la capacité en recherche et développement dans la région africaine, la vaccination en ceinture dans les 13 pays à risque de flambée d'Ebola, le résumé du résultat des essais cliniques des vaccins contre Ebola. La directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé est ravie de cette réunion internationale de Conakry avec à la clé rendre disponible le vaccin contre les maladies à fièvre hémorragique, comme Ebola surtout. À travers l'épidémie Ebola, nous avons également une expérience abondante dans le cadre de la recherche et développement de nouveaux produits médicaux pour les cadres publics et privés. Et ce vaccin a été donc testé en l'espace de 12 mois. Des satisfecits de reconnaissance ont été par ailleurs décernés par Margaret Chan aux personnes qui sans cesse se sont battues sur le terrain pour gagner la lutte contre la maladie à virus Ebola en Guinée. Le président de la République, l'initiateur de cette réunion internationale, se souvient encore des conséquences de cette maladie en Guinée. L'Ebola a eu un effet dévastateur sur la vie des peuples de Guinée, sur les familles et sur notre économie. Mais ces effets négatifs ont été atténués grâce à la mobilisation de la communauté internationale. Lors de la conférence scientifique sur la disponibilité des vaccins tenue à Conakry en novembre 2015, nous avons exprimé l'espoir de voir l'effort de recherche aboutir à un résultat probant qui pourra aider l'humanité à prévenir et continuer la survivance d'une telle épidémie. C'est cet espoir également qui a animé le gouvernement guinéen à donner son accord de collaboration à l'implémentation du vaccin anti-Ebola, dont l'impact a permis de contrôler de façon durable l'épidémie de la pathologie. Mesdames, Messieurs, l'Afrique, berceau de l'humanité, souffre encore beaucoup de retard dans les domaines de la science, de la technique et de la technologie. Pour relever ces défis, les pays africains n'ont pas d'autre choix. Ces fils et filles doivent se donner la main et conjuguer des efforts pour développer des projets innovateurs par des évidences, c'est-à-dire
utiliser la recherche pour relever des défis et résoudre efficacement et durablement les problèmes de santé dus aux épidémies, calamités ou maladies courantes, souvent considérées comme fatalités dans notre environnement. C'est pourquoi je salue l'initiative de création des instituts sous-régionaux du genre Organisation ouest-africaine de la santé au niveau de la CEDEAO et Centre de contrôle des maladies, CDC africain au niveau de l'Union africaine, qui vont s'occuper de la recherche, la surveillance, la formation et la réponse aux situations d'urgence, y compris les épidémies. Pour gagner ce pari, nous devons nécessairement nouer un partenariat fécond avec les chercheurs des instituts spécialisés de recherche des pays développés pour capitaliser et partager les expériences, mais aussi promouvoir la culture de l'excellence dans les domaines des sciences biomédicales et technologiques. Je réitère mon appel aux chercheurs des pays industrialisés et les grandes institutions financières à travers le monde en disant qu'il est temps que le continent africain bénéficie de transferts de technologies de pointe, notamment dans le domaine des sciences biomédicales, car face aux épidémies, il est impérieux de trouver les voies et moyens pour encourager la recherche de nouveaux médicaments et vaccins et accélérer leur mise à disposition. Je voudrais également que ce processus nous conduise à la production locale de ces médicaments et vaccins en Afrique. Mesdames, Messieurs, nul doute que le combat contre la maladie à virus Ebola a été ardu et contraignant. Notre victoire a été possible grâce à la solidarité internationale à laquelle j'exprime très sincèrement toute ma reconnaissance pour la qualité des contributions de nombreux scientifiques. Mais nous ne devons jamais oublier qu'en Sierra Leone et Libéria en Guinée, beaucoup de nos médecins ont laissé leur vie dans ce combat. Et nous devons leur rendre hommage. Et je suis très heureux des acclamations qui ont accueilli le Dr Sakoba, parce que quand on dit Ebola en Guinée aujourd'hui, on dit Dr Sakoba. Le gouvernement et le peuple de Guinée ont été particulièrement sensibles à la présence à leur côté de très hautes personnalités pendant la riposte de maladies de virus Ebola. Nous leur exprimons nos chaleureux remerciements. Nous avons aussi bien apprécié le leadership de l'OMS dans la conduite des opérations techniques sur le terrain et sa contribution significative à l'essai vaccinal en Guinée. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas décoré la dame qui a été quand même symbolisée l'utilisation du vaccin en Guinée. Madame Maria, je ne sais pas. C'est elle nous dit, Madame la directrice. Mesdames, Messieurs, en dépit de tous les efforts conjugués de l'ensemble des intervenants, des défis importants demeurent pour renforcer nos capacités en vue d'être mieux préparés à gérer les situations d'urgence futures. Nous comptons donc sur la solidarité de toute la communauté internationale dans cette phase de reconstruction de notre système de santé, voire de notre développement, pour renforcer notre capacité de prévention et de gestion des urgences épidémiques et catastrophes. Ces soutiens toujours renouvelés de la communauté internationale à la Guinée sous le leadership du président de la République, Prosper Alpha Condé, augurent des perspectives prometteuses dans la reconstruction du système de santé du pays pour le bien-être des citoyens. Ces vaccins sont sans aucun danger sur la santé, c'est du moins l'assurance que donnent les scientifiques. En tout cas, ils sont homologués par l'Organisation mondiale de la santé. La Guinée a beaucoup contribué à la mise en œuvre de ces produits, ainsi que les deux autres pays qui avaient été frappés par la fièvre hémorragique virale Ebola. Marofba. Les nouveaux vaccins anti-Ebola sont présentés au cours de cette rencontre de haut niveau. Ils sont développés par deux grands laboratoires au Canada et aux États-Unis. Les vaccins sont en phase d'expérimentation. Ils suscitent beaucoup d'espoir pour les pays qui ont été frappés par la fièvre hémorragique virale Ebola.
Ce vaccin est aussi un des 2 qui sont actuellement en cours de test en Guinée, avec un autre vaccin qui est développé par une société pharmaceutique qui s'appelle Johnson & Johnson. Donc ces 2 vaccins sont en cours d'examen en Guinée dans une étude qui est promue donc par l'INSERM en France et le NIH américain en collaboration bien sûr avec le gouvernement de la Guinée. Plusieurs chercheurs scientifiques ont collaboré à la fabrication de ces vaccins. La Guinée a joué un grand rôle dans les travaux. Les essais cliniques de 2015 ont permis aux experts d'approfondir les recherches. Aujourd'hui, nous avons un vaccin qui est encore en phase d'essai, mais qui est prêt à être utilisé s'il devait y avoir une autre épidémie d'Ebola. Le nom du vaccin, c'est un nom technique pour l'instant, il n'a pas encore de nom commercial, mais c'est un vaccin de la compagnie Merck. Depuis près de 2 ans, on est en train de chercher un vaccin qui puisse prévenir et accélérer le contrôle de la maladie à virus Ebola. Donc ce premier vaccin dont les résultats ont été publiés en 2015 et 2016, qui s'est montré efficace, il y a d'autres candidats vaccins. Donc c'était pour faire le point de la situation, parce qu'il y a certaines questions de recherche qui n'ont pas pu être répondues par l'implémentation de ce premier vaccin, notamment la durée de l'immunité, c'est-à-dire de la résistance que le vaccin offre à une personne qui le prend, et deuxièmement chez les moins de 6 ans, parce qu'aucune implémentation n'a été faite à ce niveau. Donc c'est des questions qu'on doit résoudre et se préparer pour de nouveaux épisodes qui pourront survenir à l'avenir. Au cours de cette rencontre, experts internationaux et représentants des 3 pays secoués par l'épidémie ont partagé des expériences sur la gestion de la période de crise. Avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, les scientifiques promettent d'accroître les recherches afin de prévenir d'éventuelles épidémies virales. Dans l'actualité encore, la Libye tente de se relever de la crise qui la mine depuis la mort de Muammar Kadhafi, et ça tombe bien. Le président Alpha Condé, président de l'Union africaine, est aux côtés du gouvernement libyen pour le retour de la stabilité. Il a reçu aujourd'hui de hauts responsables du Congrès et du gouvernement de Tripoli. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabit Tissila. Le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, s'implique dans la résolution de la crise libyenne, une crise qui perdure depuis la mort tragique du colonel Kadhafi. Les entretiens mercredi soir au palais Sékou-Touria entre le président du Congrès général national libyen, Nouri Boussamen, le premier ministre du gouvernement de salut Khalifa El Gouhen, et le président Alpha Condé s'inscrivent dans la dynamique de restauration d'une paix durable en Libye. La Libye, un pays meurtri par un conflit fratricide, est divisé entre des factions tribales. Nous saisissons cette opportunité de remercier son Excellence le Président de la République et pour le gouvernement de la Guinée et à cet accueil si chaleureux. Nous avons reçu avec fierté cette invitation de Monsieur le Président de la République. Nous pensons que son Excellence le Président de la République a sa capacité de président en exercice de l'Union africaine et pourrait jouer un rôle si important pour jouer à la sortie de crise de la crise libyenne. Le président a ce sentiment et sent bien que la crise qui traverse le peuple libyen aujourd'hui, qu'il a cette responsabilité morale de contribuer, de participer à la recherche de solutions, une solution pacifique à cette crise. Le peuple libyen est fier d'être membre de ce continent. Nous partageons le bonheur comme les malheurs dans ce continent. Nous espérons que en Libye, sa qualité de président du Congrès national et le peuple libyen, que l'Union africaine trouvera une solution à cette crise et participera à cette démarche pour que enfin nous puissions finir avec cette crise. Nous souhaitons que Monsieur le Président de la République
République ait la chance et le courage de nous appuyer, de trouver la solution et que cette démarche puisse aboutir à un résultat qui nous permettra de sortir de cette crise. À travers de cette rencontre que j'ai eu l'honneur d'avoir avec M. le Président de la République, j'ai senti en lui cette sincérité de s'impliquer et de trouver, de jouer ce rôle si important pour la crise libyenne. Nous saluons surtout aussi son engagement d'inviter toutes les parties prenantes de cette crise afin que nous puissions ensemble trouver une solution pour la crise. Panafricaniste convaincu, le président Alpha Condé a invité les dirigeants libyens à privilégier l'intérêt national. Campagne agricole 2017, l'événement se prépare. Bientôt, les producteurs vont recevoir plus de 3000 tonnes de semences de riz, de maïs et de soja. Ces semences à haut rendement vont contribuer à l'amélioration de la productivité. Fodé Camara. 75 camions venant du Burkina Faso et du Togo se dirigent vers la frontière guinéo-malienne de Kourémalé. Ils transportent près de 3200 tonnes de semences améliorées de riz, de maïs et de soja. Des semences à livrer aux producteurs. Cette action contre la faim et l'insécurité alimentaire dans la sous-région est pilotée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Au total, nous devrons couvrir, rien que sur la riziculture, plus de 100 000 hectares avec les 2000 tonnes de semences de riz. Mais également, nous devrons couvrir 59 000 hectares en maïs pour une production qui va avoisiner les 250 000 tonnes. Alors nous espérons qu'avec ce coup de pouce du programme, avec le financement de la Banque mondiale, nous pouvons quand même espérer arriver à une production qui pourrait dépasser les 15-20% de la production céréalière. L'espoir est permis que la campagne agricole de cette année sera un succès. J'en suis sûr et convaincu. L'arrivée de ces semences coïncide avec la signature d'une convention de 23 millions de dollars avec la Banque mondiale pour un financement additionnel du programme de productivité. Nous pensons relancer certaines filières au niveau du ministère de l'Agriculture, notamment l'appui qu'on apportera au niveau de la pisciculture, dans le cas du ministère de la Pêche, et l'appui qu'on apportera au ministère de l'Élevage avec l'introduction de poulets ouachachés du Mali, des couveuses, et le ministère de l'Environnement avec le reboisement des zones dégradées par l'introduction de semences de moringa. Et nous avons aussi l'appui qu'il faudrait apporter, qu'on va apporter à la recherche agronomique et la relance de la culture fruitière. Après une première phase de 5 ans consacrée exclusivement au riz, principale perspective de ce financement additionnel, diversifier les activités de recherche et développement sur d'autres filières comme le maïs et le manioc. La campagne va aussi toucher le café, le cacao et l'anacarde au compte du programme présidentiel de relance des cultures d'exportation. La ville de Bokeh reprend son souffle après les convulsions sociales qui l'ont secoué ces derniers jours. Les manifestants ont formulé une plateforme revendicative de 35 points et la mission gouvernementale a mis en place une commission de suivi pour consolider le dialogue qui a été amorcé. Mamad Alpha Baldé. C'est le résultat de plusieurs jours de discussion. Pour consolider la paix à Bokeh, une commission de suivi est mise en place. En son sein, les différentes entités sociales de la ville minière et des représentants du gouvernement. L'heure est à l'anticipation pour la paix. Toutes les excuses de la jeunesse, toutes les excuses de la notabilité et en général toutes les excuses de la préfecture. Que c'est une erreur que Bokeh va toujours prendre en exemple qui ne se répétera pas ici. Nous n'avons pas besoin de faire une défense, mais c'est que ce acte-là nous a donné des leçons. Ce acte qui vient de se passer à Bokeh est un acte qui est vraiment non salutaire. Les émissaires du gouvernement se réjouissent de ces avancées. L'ensemble des revendications seront examinées et des réponses apportées à chacune d'entre elles à court, moyen et long terme. Nous avons engagé la responsabilité de chacun des acteurs pour travailler ardemment pour que non seulement
nous progressions sur les points légitimes à court, moyen et long terme, mais aussi et surtout que nous puissions garantir la paix et la quiétude dans la préfecture, sans lesquelles aucun progrès n'est possible. L'amélioration des conditions de vie des Bokeka, et nous allons travailler dans ce sens tous ensemble pour que ce qui s'est passé ici ne se répète plus jamais. La crise est passée, Boké retrouve son calme. Mais la mairie, la préfecture, le gouvernorat, ce poste de gendarmerie et le siège local d'électricité de Guinée rappellent aux consciences l'intensité des manifestations que la ville regrette aujourd'hui. La délégation gouvernementale s'est rendue chez les sages de Boké et a présenté les condoléances aux familles qui ont perdu des proches dans ces manifestations. Boké, justement, qui est concerné, tout comme Bofa, par la mise en place d'un projet de gestion des redevances minières. Une mission onusienne est en Guinée pour discuter avec les autorités des contours de ce programme. L'objectif est d'améliorer la gouvernance minière dans ces deux préfectures. Mohamed Lamine Camara. Dans moins d'une année, la phase 3 du programme d'appui au développement local en Guinée va prendre fin. Pour renforcer le partenariat entre la Guinée et les Nations Unies à travers le fonds d'équipement, un nouveau projet d'appui aux collectivités de Bofa et de Boké est en vue. Pour ce faire, la directrice adjointe de l'unité de développement local des Nations Unies multiplie les contacts auprès des acteurs concernés. Première étape, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'objet était de peaufiner en fait cette dernière année pour clôturer ce projet et puis d'envisager ensemble le futur, de voir qu'est-ce que nous pouvions faire ensemble dans le cadre d'un nouveau projet et donc de discuter sur les perspectives possibles de travailler en appui donc au gouvernement guinéen, aux collectivités locales dans les régions de Boké et de Bofa, avec également la chambre minière de Guinée, avec également d'autres partenaires comme le PNUD, mais aussi Charente-Maritime Coopération et le secteur bancaire. L'annonce de ce projet est une lueur d'espoir. La vision du gouvernement est de faire en sorte que les redevances minières soient bien gérées au bénéfice des populations. Nous avons salué au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, cette belle opportunité que le gouvernement guinéen sera prendre à bon escient. Et donc nous n'avons pas manqué d'exprimer la satisfaction du gouvernement guinéen et du président de la République et dégager également toute notre disponibilité au niveau du MATD qui va abriter ce projet, la tutelle, dans le cadre en tout cas d'une exécution parfaite de ce projet. Ce projet d'amélioration de la gestion des redevances minières à Grem viendra renforcer le processus de décentralisation et de bonne gouvernance des ressources locales en Guinée. À Kissidougou, une piste rurale de 50 km vient d'être inaugurée. Sa réalisation a été entièrement financée par une société minière. La bonne nouvelle, c'est que cette piste permet de désenclaver une dizaine de zones de production agricole. Nous y reviendrons. Le Conseil supérieur de la magistrature va lancer un site internet pour y indiquer les procédures et raisons de sa saisine. Beaucoup de citoyens saisissent cette institution très souvent pour de mauvais motifs. Le Conseil veut bien se mettre à la disposition des populations, mais faudrait-il encore que les démarches soient légales? Mamadi Terna Kamisoko. En Guinée, les procédures de saisine du Conseil supérieur de la magistrature sont méconnues du grand public. Installée il y a 2 ans, l'institution judiciaire a reçu 47 plaintes contre les magistrats en lien avec les décisions de justice rendues dans les juridictions. Un chiffre qui contraste avec la moyenne enregistrée dans la sous-région. Au Sénégal voisin par exemple, seulement 25 plaintes des citoyens ont été traitées en 29 ans. Ce jeudi, la préoccupation est partagée avec la presse. Quand c'est en première instance qu'on a perdu un procès, il est loisible d'aller devant la cour d'appel dans le cadre du recours en appel. Et quand c'est devant la cour d'appel, on fait un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Malheureusement, souvent, on saisit le Conseil pour influencer les magistrats. Il y a énormément de plaintes, c'est un peu les maladies de la jeunesse. C'est-à-dire, on a ouvert les vannes
tout le monde s'est engouffré. On ne cherche pas toujours à savoir si la plainte est fondée ou pas fondée, mais on a le droit de porter plainte, on porte plainte. Face à l'urgence de la situation, une conférence de presse en langue nationale et une tournée de sensibilisation et d'information des citoyens de Conakry et de l'intérieur du pays sont annoncées dans les prochains jours. Mieux, le nouveau site internet du Conseil supérieur de la magistrature, le www.csmguinée.org, est présenté. Toutes les questions relatives à l'institution ou à sa saisine y trouveront une réponse. On va intégrer dans le site toutes les informations disponibles, c'est-à-dire les lois, les décrets, tout ce qui concerne le fonctionnement de la justice va être intégré dans ce site. Cela vous donne des informations à vous journalistes, mais à n'importe quel citoyen qui veut savoir comment fonctionne le Conseil supérieur, comment fonctionne la justice, quels sont les droits qui sont reconnus à un citoyen. Pour rappel, sur les 47 dossiers examinés par le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, un seul cas de radiation de magistrats est intervenu contre plusieurs rétrogradations. La dernière réunion du 21 février dernier a traité 14 plaintes, dont 7 ont fait l'objet de décisions disciplinaires pour un seul magistrat averti. Retour sur la journée de la liberté de la presse à Conakry. La structure Wasolo Agence Communication a organisé la grande soirée des médias. La première édition a été ponctuée par des échanges entre patrons des médias et journalistes sur la responsabilité des journalistes en Guinée. Thème choisi, médias guinéens, du dynamisme à l'incertitude. Fatimatou Diallo. C'est le deuxième temps fort de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse à Conakry. Au cours d'un dîner, journalistes et patrons de presse discutent de l'avenir des médias en Guinée. Malgré la profusion de titres des médias audiovisuels et en ligne, il faut dire que de nos jours, la presse guinéenne se pose des questions sur son avenir, sur lequel planent des incertitudes, eu égard les facteurs limitants son épanouissement d'un point de vue économique essentiellement. Pour alimenter les discussions, un magazine sur le quotidien des journalistes est projeté. Il s'agit des difficultés rencontrées par les hommes de médias dans l'exercice de leur métier. Une manière d'attirer l'attention sur les atteintes à la liberté de la presse. Nous pouvons poser ici, avoir le temps de faire une introspection de notre profession et de nous recadrer pour voir chez nous ce qui ne va pas et ce qui va, afin d'avoir en Guinée une presse plus responsable et plus professionnelle. Cette retrouvaille a été aussi l'occasion de rendre hommage aux précurseurs du métier et à ceux qui se sont illustrés pour l'avènement d'une presse plurielle. Un journaliste doit travailler pour le public. Un journaliste doit être impartial, il doit être objectif, il ne doit pas avoir de parti pris. Donc cette cérémonie-là, en nous honorant, ça donne la preuve par 9 que tout journaliste doit mettre en tête que l'avenir, c'est travailler pour l'honneur et non travailler pour l'argent. Des humoristes et musiciens étaient à cette soirée organisée par Wasolo Agence Communication. Deux panels étaient organisés sur la gestion du paysage médiatique guinéen. Les participants se sont penchés sur les dérives observées chez certains confrères. Comment les rappeler à l'ordre en les poussant à l'autocritique? C'est la question à laquelle a tenté de répondre le ministre conseiller spécial du chef de l'État, le ministre Thibou Camara. Il est au micro de Fatimatou Diallo. Sur les responsabilités et la place du journaliste. Cette journée internationale de la liberté de la presse va être suivie d'une réflexion supplémentaire à la faveur de la journée de la presse que le chef de l'État a décidé de dédier aux professionnels des médias. À écouter les différents intervenants, notamment les journalistes eux-mêmes, qui sont l'âme de la presse et qui traduisent les préoccupations les plus profondes de ces médias, je comprends davantage l'opportunité et la pertinence de cette journée. Car il s'agira à cette occasion, beaucoup plus que de faire un droit d'inventaire et la critique et l'autocritique qui est dans le rôle et la vocation de la presse, il s'agira véritablement de créer les conditions les meilleures de l'exercice du métier de journaliste et donc de qualifier notre presse nationale. Vous savez, on ne peut pas parler de liberté dans la précarité. On ne peut pas parler d'indépendance lorsqu'on est confronté aux défis du quotidien. Tous ceux qui sont confrontés à des difficultés sont nécessairement vulnérables.
malheureusement y compris les journalistes. Donc je voudrais dire que tous ceux qui aiment la presse et la respectent devraient lui donner les moyens d'exister. Et l'engagement solennel que je prends au nom du chef de l'État, c'est que bientôt, très bientôt, la presse guinéenne sera différente parce qu'elle sera meilleure. Il est disposé à vous donner les ressources, à vous donner les moyens. Parce que vous savez, pour l'histoire, puisque c'est l'occasion aussi de se souvenir, la presse dans son ensemble, et j'en vois quelques visages ici, les pionniers, les figures marquantes de cette presse nationale, la presse a tellement accompagné le professeur Alpha Condé pendant les temps difficiles de son engagement politique, et lui a tellement été utile dans son combat qu'il ne peut pas ne pas lui rendre un peu de ce qu'elle lui a donné. Et c'est clair que la journée de la presse sera cette occasion d'exprimer sa reconnaissance et aussi d'aider à ce que la presse ne soit plus le maillon faible de notre démocratie, mais qu'elle en soit aussi bien l'expression que le maillon fort. Le ministre Thibou Camara, ministre d'État, ministre conseiller spécial du chef de l'État, au micro de Fatimatou Diallo. Pèlerinage local chrétien, 4e jour de marche vers Bofa. Plusieurs personnes commencent à accuser le coup de l'épreuve physique. Quelques cas de malaise et de blessures sont hélas enregistrés, mais les fidèles poursuivent leur route. Valérie Talimané, Antoine Makolé et Lana Nanamo. C'est un véritable exercice de pénitence que subissent les fidèles chrétiens le long du pèlerinage. Sur le trajet, le poids de la marche se fait sentir. Ils sont cependant animés d'un courage et d'une volonté religieuse. Vivre de plus près tous les moments forts de la pénitence. Même avec leurs blessures, ces fidèles se sentent réconfortés par cette démarche de foi chrétienne. Je me suis engagé pour cette marche et je vais la suivre jusqu'au bout, parce que je suis fait pour servir. Comme ça, parce que mon objectif c'est de marcher. J'ai décidé cette année de marcher. Et la fois, je marche. Même si j'ai mal, je sais que ça va passer. Après avoir parcouru plus d'une centaine de kilomètres, la marche commence à laisser ses traces. Comme plusieurs pèlerins, dans cette salle aménagée pour la circonstance, des blessés et autres patients sont reçus par des équipes médicales constituées afin de leur offrir des soins de base. Au fur et à mesure que nous évoluons dans le processus de la marche, nos muscles nous lâchent. Et c'est ce qui fait que beaucoup ont des petits problèmes musculaires. Et la marche avec la friction de la plante des pieds par rapport à l'inadaptation des chaussures que nous portons, nous avons des flictènes qui surviennent. Mais sur le plan pathologique, nous avons beaucoup plus de problèmes de gastro-entérite simple ou bien gastro-entérite fébrile dus à l'alimentation en général. Pour cette année, je fonctionne avec 6 médecins, 2 sages-femmes, 2 infirmières et 5 secouristes. Avant l'ouverture officielle du pèlerinage, ces fidèles sont déjà convaincus de la présence de Dieu dans leur cœur. Ils espèrent tout de même que leurs différentes intentions de prière seront exaucées. Par la prière, les marcheurs comptent vaincre les peines subies lors de la marche. Sport scolaire et universitaire enfin. Après la fin du tournoi 2017 à Conakry, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a reçu au département toutes les délégations sportives en vue de les féliciter. On vous rappelle que la prochaine édition des sports scolaires 2018 aura lieu à l'Abbé. Ibrahima Souri Fofana. Étaient présentes à cette cérémonie les délégations sportives des 4 régions naturelles plus celles de Conakry. Elles ont activement participé à la réussite du tournoi scolaire 2017. Le ministre de l'Éducation a félicité tous les acteurs pour le travail accompli à l'occasion de ce tournoi de la renaissance du sport scolaire. Les enfants qui sont venus de Zérekouré, de Cancan, de l'Abbé, nous avons voulu les rencontrer pour les motiver, les sensibiliser plus davantage pour l'effort fourni. C'est pour dire aux encadreurs qu'après avoir quitté Conakry, de ne pas abandonner ses enfants. Ces enfants doivent nous représenter l'année prochaine en Côte d'Ivoire.
dans un tournoi qui va opposer le Niger, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. Le WAPI qui a piloté la première édition a pour sa part salué l'attention particulière que le président de la République a accordée à cet événement. Et ce step est décerné à son excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour son inestimable soutien au succès du Smith Scholar 2017 et surtout pour son soutien à la jeunesse guinéenne et à la jeunesse africaine. Rendez-vous est pris pour l'Abbé, la capitale de la Moyenne Guinée, pour la seconde édition des sports en milieu universitaire et scolaire 2018. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.